Bonjour à tous, je suis Johanna Cohen du cours Anna. Qu'est-ce que c'est que le cours Anna ? Le cours Anna est une école des arts de la scène. Nous dispensons des cours de théâtre, de stand-up, d'improvisation, de cinéma, de chant, de théâtre, de modern jazz. C'est situé à Boulogne-Billancourt, Neuilly-sur-Seine et Paris 16e, du plus petit de 3 ans jusqu'à ce que tu puisses tenir debout. Mais le cours Anna, c'est également des podcasts. Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir un scénariste, un dialoguiste, un auteur qui s'appelle Adrien Piquet-Gauthier. Bonjour Adrien. Bonjour. Comment ça va ? Très bien, je suis très heureux d'être là. Bah écoute, moi aussi. Alors, tu sais qu'on est une école des arts de la scène. Bien sûr. Ok. J'aimerais savoir juste déjà une petite chose. Est-ce que toi, en tant que réal, tu as suivi une formation ? Alors non, je ne suis pas un très bon exemple là-dessus, puisque moi je suis arrivé à la réalisation par l'écriture. Donc, et je suis arrivé à l'écriture un peu tout seul. Donc, autodidacte. Ouais, exactement. Comme beaucoup, c'est incroyable. Ouais, j'étais auteur pour la télévision pendant 10 ans, 15 ans. Je fais encore un petit peu aujourd'hui. Et ça a commencé comment ? Quand je suis arrivé sur Paris, je voulais faire de la radio. Je me suis retrouvé en stage, en petit boulot à RTL à répondre aux standards. Et j'ai rencontré Cyril Hanouna et j'ai commencé à découvrir le métier d'auteur avec lui là-bas. Donc je te parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, évidemment. 2009, je crois. Donc voilà, donc c'était bien avant Touche pas à mon poste, bien avant Cyril montait sa boîte de production. Il avait une émission sur RTL avec Jean-Pierre Foucault. Ah oui, donc ça date. Ouais, exactement. Ça ne nous rajeunit pas. Et voilà, donc je suis parti l'année d'après en stage dans sa boîte de prod pour découvrir un peu tous les métiers, dont le métier d'auteur. Et c'est comme ça que je découvre le métier d'auteur. C'est quand même incroyable, c'est un parcours de fou. Donc aucune formation, ni théâtre, ni cinéma ? Non, j'ai fait du droit, donc rien à voir. Et ensuite, j'ai commencé à vouloir faire de la fiction, ça a commencé à me titiller. Je rencontre un producteur et je ne devais, quand j'ai signé, qu'écrire le scénario. Et je me retrouve à le réaliser parce que je m'entends très bien avec le producteur. Et puis on s'est dit, bon, on va le faire nous, quoi. On va le faire. Il a été assez fou pour me laisser réaliser le film, voilà. Le premier film. Et plein de talent. J'aimerais bien savoir tes principales inspirations en tant qu'auteur, scénariste et réalisateur. Alors, c'est pas les mêmes parce que j'ai bossé beaucoup pour le One Man Show ou pour le cinéma. En scénariste, j'aimerais m'approcher, en même temps, même en réel aussi, de ce que font Toledo et Nakash, les films sociaux, comédie sociale. Alors, j'ai pas pris le plus, en toute humilité, bien sûr, hein, mais si tu nous donnes une référence, c'est celle-là. Ouais, c'est celle-là, parce que je trouve quand même dans leur dernier film, qui a peut-être un tout petit peu moins bien marché que les autres, mais en tout cas, ils arrivent toujours à être percutants, à être drôles. Et pour un scénariste, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus jubilatoire d'arriver à trouver la petite phrase, ou la situation qui fait rire le plus de gens possible, quoi, où les gens arrivent à se reconnaître là-dedans. Donc, en écriture et en réalisation, et ensuite, évidemment, je te citerai peut-être Spielberg qui arrive à faire et de la comédie, et du biopic, et du drame, et du... Ça, c'est le rêve de tous, et surtout en France, on aime bien être chacun dans une catégorie. Spielberg, la référence. Voilà, bon après, évidemment que c'est pas très original, mais c'est très vrai parce que c'est vraiment pour moi le seul, même tous les Scorsese, De Palma, aussi forts soient-ils, ils n'ont pas une palette aussi large, quoi. Tu regardes la filmo de Spielberg, c'est quelque chose. Alors je me compare pas du tout, hein. Au début, mais voilà, en référence, je trouve que c'est pas mal. Ton expérience aussi sur des projets variés comme Classico, Bout de Chou et l'émission Vendredi, tout est permis. Ouais. Les différences dans ton approche dans chaque type de projet, ça n'a rien à voir. Non, rien à voir. Rien à voir. Même d'un film à l'autre, ça n'a rien à voir. Parce que déjà, tu prends de l'expérience, tu sais les erreurs que tu ne veux plus faire. Mais ça, c'est valable dans tous les corps de métier. En télé, j'ai un peu plus d'expérience parce que j'ai bossé quasiment sur toutes les émissions de divertissement qu'on peut connaître ou qui ont pu exister. Et petit à petit, c'est même pas, c'est une mécanique que tu prends, c'est une habitude. Donc une séance type de travail pour VTEP. Alors pour VTEP, on écrit à 2 toute l'émission. Maintenant c'est un petit peu différent parce qu'on tourne une fois par an. On tourne quelque chose comme 25 émissions en même pas 2 semaines. Ah oui, exact. Et donc on prend beaucoup d'avance et on écrit par bloc de 25 je crois que c'est au mois d'octobre. Assez pour toute l'année. Et donc c'est un gros coup de collier à mettre à un instant T. Et pour VTEP, c'est encore différent parce que
ce qu'il faut écrire, c'est le fond de l'émission, c'est trouver des nouveaux jeux, mais c'est les invités qui font les vannes. Oui. Nous, on n'a pas de la vanne à écrire, contrairement à peut-être d'autres émissions, ou d'autres émissions humoristiques, ou même des films, ou encore bien sûr des one-man shows. Donc pour VTEP, c'est plus le cadre de l'émission qu'il faut qu'on trouve pour que les invités soient le plus drôle possible et le plus à l'aise possible. Et toi, tu travailles donc en binôme? Voilà, en binôme avec une auteure qui s'appelle Judith Elmaleh. Bah oui, que je connais bien. Qu'on embrasse. Qu'on embrasse. Et ouais, ça va faire 10 ans, là, VTEP. Je suis arrivé en 2015. Et donc, on est en 2024. Donc, ça va bientôt faire 10 ans qu'on travaille ensemble sur cette émission que j'aime beaucoup. Et comment on fait alors pour ne pas se lasser après 10 années d'écriture? Sur la même émission ou en général? Sur la même émission. Sur la même émission, déjà l'équipe est formidable, on arrive à se renouveler. L'animateur est vraiment top, il connaît l'émission sur le bout des doigts, c'est une machine de guerre, donc c'est aussi un grand plaisir de bosser pour un professionnel comme ça. Et on vous laisse vraiment la liberté de faire ce que vous avez envie? Oui, cadré. Mais parce qu'ils savent qu'on a compris aussi l'ADN de l'émission et qu'on va pas partir n'importe quoi. Non, c'est très rare. Après, comme je te dis, on n'écrit pas vraiment de la vanne ou des propos, donc après la censure a pas trop lieu d'être parce que il y a très peu de chances qu'on dévie de quoi que ce soit. Nous, on veut juste écrire des conneries, des trucs rigolos, des faux casting pubs, des décors penchés dans des lieux un peu marrants, des actions qui peuvent être marrantes, mais voilà, sorties de ça. Même Arthur, on lui écrit pas des vannes. Lui, il est là pour que les invités soient mis en avant. Et les vannes, il les trouve lui-même sur le moment, quand il veut en faire. Mais sinon, c'est vraiment le but de l'émission de Vendredi Tout est permis, c'est les invités qui font rire et qui sont les stars, quoi. C'est un métier de passion. Est-ce qu'aujourd'hui, Arthur Piquet-Gauthier est un passionné? Oui, bien sûr. Je suis passionné depuis toujours. J'allais voir des one-man shows quand j'étais en fac de droit. Je séchais les cours pour aller au cinéma, Mais pour moi, je pouvais pas me dire que ça pouvait être un métier. Non. C'est bizarre quand t'as personne dans ta famille qui fait ça mais c'était même pas que c'était impossible. C'était juste que c'est pas un métier en fait. Et un métier, c'est un truc pénible, sérieux. C'est pas un truc rigolo. Oui, avec toujours le même salaire. Voilà, c'est ça. Et comme je viens d'une famille très classique, pour moi, mais c'est même pas qu'on m'a empêché de le faire, ce qui n'est pas du tout le cas. C'est que je ne savais pas qu'on avait le droit de faire ça, en fait. C'est aussi bête que ça. Mais comme quand à l'école, on fait du théâtre, on a l'impression que c'est pas sérieux, que c'est le moment, que c'est comme une récréation. C'est un peu ça. Mais voilà, on n'a pas le côté sérieux des divertissements en France, comme on peut l'avoir aux États-Unis ou ailleurs. Et voilà, c'est en ça où, oui, je suis passionné parce que j'ai toujours aimé ça, j'ai toujours eu ça, mais je peux pas dire que j'ai toujours voulu faire ça parce que je pensais pas que c'était possible. Mais tout est possible quand on y croit. Apparemment. Classico, un carton? Ouais, ça a très bien marché. C'est le premier film que je sors en plateforme. Et ouais, on a quand même fait 3 millions de vues en 2 mois, les 2 premiers mois de sortie, quoi. Tu t'attendais pas à ça? Non, même je crois. Même Amazon. Donc ouais, c'est super. Après voilà, ça reste une étape vers le prochain film et il faut tirer les leçons et s'améliorer d'un film à l'autre. Mais on était très contents. On était très contents parce que c'était vraiment un film fait en famille, entre guillemets. Que ce soit du côté des producteurs, évidemment mon co-auteur et co-réalisateur Nathanael Gage, que tu embrasses, que j'embrasse et surtout avec qui j'ai trouvé un vrai binôme de travail, même aujourd'hui pour la suite, quoi. Et ça c'est vraiment super parce que trouver son binôme en écriture et en réal, voilà, même d'une manière générale. Et là, c'est vraiment quelqu'un qui me complète à mort. Donc, il y a eu cette histoire-là. Et puis, il n'y a que des copains dans le casting. Contrairement à mon premier film qui était un peu plus on va dire, ciné. Oui. Donc, où je m'étais un peu dit, c'est mon premier film, il me faut des acteurs ciné. Je ne peux pas mettre des copains. J'ai fait tout l'inverse sur le deuxième. Et comment tu allais les chercher, tous ces acteurs? Pour le premier ou mon deuxième film? Pour le premier et pour le deuxième. Le premier film, moi, je connaissais personne, mais je m'étais très bien entendu avec mon producteur. Donc, une fois qu'on a eu un scénario avec lequel on était content, voilà, on l'a envoyé aux agents. Ils sont venus tout seuls? C'est eux qui sont venus te... Et ensuite, on a envoyé aux agents des comédiens auxquels on pensait. Certains nous ont dit non. Et ensuite, on a réussi à tomber sur le casting final, quoi, au bout d'un moment. Donc, c'est juste avec le scénario. Et le deuxième? Et le deuxième, c'est des gens que je connaissais parce que j'ai beaucoup bossé dans l'humour et dans le one-man show. Et comme il y a beaucoup d'humoristes dans Classico, c'est pour la plupart, pas tous, mais pour la plupart, je les connaissais déjà. Donc c'est plus facile.
C'est plus facile, mais ouais, et puis il y a aussi une pression de, comme si c'est des copains et tout, t'as pas envie de les emmener dans un bourbier, quoi. Donc, non, mais tu te dis forcément, donc c'est plus facile à approcher, mais c'est pas pour ça que tu vas, déjà que les gens vont te dire oui, forcément, parce qu'ils connaissent plein de gens, eux, ils vont pas forcément dans... Et puis voilà, quand c'est des gens en plus que tu apprécies humainement, ça te met encore une pression un peu supplémentaire de faire un truc bien. Bien sûr. Les étapes clés d'une écriture de scénar, ça se passe comment? Alors quand c'est ton premier film, il faut que tu trouves un producteur. Donc la plupart du temps, alors tu peux évidemment écrire un scénario tout seul chez toi, de la première à la 100e page. C'est un peu plus dur à vendre parce que ton scénario va être un peu plus, forcément plus abouti, plus figé. Et donc quand un prod va forcément te faire des retours, parce que, à moins que tu sois un génie, ce qui peut arriver, oui. Ce qui n'était pas mon cas, tu as forcément des modifs et des choses à faire. Et c'est plus facile de modifier un scénario... ce qu'on appelle un traitement, qui est ton histoire racontée du début à la fin sur une 30aine de pages, que de modifier un scénario dialogué de 100 pages. Donc les étapes, c'est trouver un producteur qui croit en ton idée et en toi. Ensuite, savoir si déjà si tu vas être juste scénariste ou réalisateur, parce que la plupart aimeraient bien réaliser leur film. Il y a des scénaristes aussi qui veulent rester seulement scénaristes. Moi, ça m'est un peu tombé dessus, j'avais pas spécialement d'idée, c'est mon producteur qui m'en a parlé. Donc ça s'est fait comme ça, et ensuite tu te mets d'accord donc sur l'histoire. Ensuite donc le traitement, qui est l'étape pour moi la plus importante, c'est vraiment le squelette de ton scénario. Ensuite un séquencier, qui est toutes les scènes qui découlent de ton traitement, un peu comme un tableau Excel, les unes à la suite des autres. Et ensuite la version dialoguée, pour arriver à ta première version finale de scénario. Et ensuite V2, V3, jusqu'à ce que tu aies une version qui te satisfasse. Bah oui, ça se dit ça? Oui, qui te satisfait. Satisfait. Aussi, okay, voilà. Je suis pas très fort en conditionnel. Tu pourrais nous parler de ton expérience sur des projets de spectacle, comme le gala Marrakech du Rire ou le spectacle d'Anthony Cavana. Alors, dans les spectacles vivants, c'est vraiment chaque projet est différent. C'est très différent. Donc, le Marrakech du Rire, donc j'écrivais les intersketchs. Donc Jamel, les interactions entre Jamel et les humoristes qui venaient ou qui allaient passer. Donc ça, et puis l'intro du spectacle. Donc j'étais pas tout seul, on était plusieurs auteurs. Donc ça, c'est... Vous écrivez, vous proposez. Ouais. Et où ça passe ou pas. Si ça passe pas, on refait. Ah oui, bien sûr. Ouais, le boulot d'un auteur, c'est vraiment de s'adapter pour l'émission ou l'humoriste ou l'artiste avec qui tu travailles. Et c'est important d'avoir aucun ego là-dessus parce que... Oui. Parce que c'est pas toi qui es sur scène en fait. Donc tu peux pas envoyer quelqu'un au casse-pipe. Puis si, je te jure, elle est marrante cette vanne, vas-y, va la tester. Et toi, t'es bien au show en backstage. Et donc faut faire attention à ça. Moi, j'avoue que j'ai toujours fait attention à ça. Parce que ça fait partie de ton travail en tant qu'auteur. Par contre, quand tu es auteur et réalisateur, là, c'est toi qui vas aller expliquer aux comédiens comment, pourquoi. Donc là, tu peux forcer une vanne ou insister sur une vanne auquel tu crois, ce qui est beaucoup moins facile quand tu bosses en spectacle. Donc, pour le Marrakech du Rire, c'est un gala. Chaque année, j'ai fait Les Enfoirés aussi, où j'écrivais les intersketchs entre les chansons. Avec toute une bande de copains auteurs où on faisait ça, c'est notre petite bonne action chaque année, on adorait faire ça. Je ne l'ai pas fait cette année, mais je l'ai fait pendant 5 ans. Et pareil, là, t'arrives le jour des concerts, quasiment, tu proposes aux artistes de jouer dans tes sketchs, tu réécris avec eux et tout, c'est quand même des moments d'échange assez sympas. C'est incroyable, moi je trouve que tu as un CV de fou. Je trouve que tu es un mec intéressant, intelligent, vraiment. Oula, merci, j'ai bien fait de venir. Non, mais c'est vrai, c'est ce que je pense. Je voudrais savoir, en tant que scénariste et puis tout ce que tu fais autour, est-ce que quand même de rentrer dans une école, est-ce que c'est quelque chose que tu peux conseiller quand même à tous ces jeunes qui auraient envie de faire ce métier? Parce que autodidacte, ok, mais il faut quand même et du talent et de la chance et de trouver de tomber sur les bonnes rencontres. Le talent, j'ai envie de dire, c'est la base. Je pense que les gens qui font ce métier, qui se lancent là-dedans, estiment qu'ils ont un peu de talent ou savent qu'ils ont un peu de talent parce que c'est trop dur sinon. En vrai, c'est pas. Et puis le talent, malheureusement, ça se travaille pas. C'est tu l'as ou tu l'as pas en fait. C'est où tu as eu des aptitudes ou des facilités pour ça. En revanche, c'est un métier où moi on m'a beaucoup dit, et je l'ai jamais mal pris d'ailleurs, on m'a beaucoup dit non mais toi ça va, t'écris des blagues, tu travailles pas. C'est pas totalement vrai, mais c'est pas totalement faux en fait. Donc c'est particulier alors que c'est quand même un travail. Il faut quand même que tu rendes un texte, faut quand même que c'est pas comme faire rire
tes potes autour d'une raclette ou ce que tu veux. C'est pas vraiment le même exercice. Non. Donc, c'est un travail en ça. Et ensuite, pardon, ta question, c'était oui, pour l'école, ça dépend pourquoi. Ça dépend pourquoi. C'est toujours bien de... Parce qu'une école, ça te donne aussi le réseau, une pratique, mais tu vas pas devenir mais je pense que en fait, ça marche pour tous les corps de métier, ce que je vais dire. Mais l'école te donne les bases et ensuite, ça ne t'empêche pas, toi, derrière, quand tu sors de l'école, pour moi, tu es à zéro. Bien sûr. T'es pas déjà avancé, en fait. Non. Donc, une fois que tu as pu avoir la chance d'être accompagné pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, derrière, ça commence. C'est pas, c'est bon, j'ai fait une école, donc on va me prendre. Moi, j'ai jamais envoyé un CV de ma vie, par exemple. C'est toujours par recommandation. Lui, il est bien, lui, il écrit bien tel type de truc, lui, ci, lui, ça. Ça marche comme ça. Donc, par contre, le seul bémol à ce que je viens de dire, c'est le côté réalisateur. Comme il y a un vrai côté technique, que par exemple, moi, je commence à maîtriser un tout petit peu, mais que j'avais pas du tout au début. Ce côté technique, ça, si tu l'apprends pas, t'as beau avoir le talent que tu veux... tu l'as pas. Donc pour le réalisateur, des écoles comme la FEMIS ou je sais pas, une autre école de réal, ça c'est utile. Et non, moi ce que j'aime bien faire, c'est des petites formations sur 2 jours, 3 jours. On m'appelle à droite à gauche pour donner des conseils et puis travailler avec les jeunes scénaristes sur leurs écrits qu'ils ont. Sur leurs textes, oui. Et aiguiller, donner des conseils. Donc c'est pas vraiment une école, c'est pas vraiment des cours, c'est plus une aide avec le côté pédagogique. Voilà, avec de la transmission. C'est ça. Et apprendre un peu les mécaniques d'un scénario, comment ça marche. Et puis voilà, dire moi comment je travaille, peut-être que ça peut les aider, peut-être que ça peut pas du tout les accompagner. Mais voilà, j'aime bien cet échange-là, un peu ponctuel, sur un projet précis. Ça je trouve que c'est intéressant. C'est plus qu'intéressant. Oui. Vraiment. Est-ce que tu as un rêve que tu n'as pas encore réalisé, mis à part de tourner avec Spielberg? Alors, tourner avec Spielberg, ça va être dur, parce que une coréale avec Spielberg, je pense que je sais pas s'il va être super chaud. Un rêve, pas tellement, parce que... On a tous des rêves. Parce que, non, mais bien sûr, j'en ai plein, mais je vais pas te dire... non, un rêve professionnel. Oui, non, j'entends bien. Mais par exemple, c'est vrai que, déjà, je fais pas un cinéma qui est récompensé par les Oscars, les Césars ou le Festival de Cannes, donc déjà, c'est pas que j'en rêve ou que j'en rêve pas, mais ça, je sais que c'est comme si tu me dis, tu rêves d'avoir une victoire de la musique. Pour moi, c'est un autre métier. Je peux pas rêver d'avoir un Oscar un jour. Parce que non, mais c'est vrai, c'est pas du tout de la fausse. C'est que on sait bien, même oublions Oscar, les Césars en France. Cite-moi la dernière comédie qui a été récompensée au César. Oui, non, ça, ils ont réussi à pas le donner à Intouchable aussi. Donc, oui, c'est vrai. Moi, je veux bien tout ce qu'on veut, mais à partir de là, tu sais où tu te situes, quoi. Donc, Danny Boone jamais, Philippe Lachaud jamais. Donc, les entrées ne rentrent pas en ligne de compte. Donc, c'est pas un cinéma qui les intéresse. Tu peux le donner à un comédien qui a fait... Donc, ils l'ont eu, Omar l'a eu, par exemple, pour une comédie. Mais c'est une comédie qui est une comédie sociale, qui a dû faire les entrées qu'elle a dû faire pour commencer à être considérée aussi. Bon, c'est un petit peu compliqué. Donc, c'est pas que je rêve ou que je rêve pas d'avoir un César, c'est que c'est autre chose pour moi, ça. Donc, non. Un rêve, c'est d'avoir... dans ce que je fais, c'est le gros succès. C'est le film référence ou qui met tout le monde d'accord, la comédie que tout le monde a vue... au cinéma, ça j'avoue que c'est pour tous ceux qui font du cinéma, évidemment, tu fais aussi ton film pour qu'il soit vu. Bien sûr. Et non pas faire un film américain, mais c'est vrai que tourner à Los Angeles, tourner une histoire là-bas... ça titille. Ouais, j'y étais l'année dernière à Los Angeles et c'est vrai que quand tu t'intéresses un tout petit peu au cinéma, putain, ça pue le cinéma à tous les coins de rue, quoi. C'est fou. Mais t'as pas posé déjà quelques petits pions, des petites choses là-bas non, parce que déjà je parle pas très bien anglais. T'as trop de choses ici. Donc ça, on va dire ça, ouais. C'est ça. On va dire, je suis désolé, Los Angeles, je ne peux pas, j'ai trop de choses en France. J'ai encore, very sorry. Mais voilà, si tu me demandes le truc ultime, ça c'est vrai que... t'es encore jeune, c'est quelque chose. Ouais, non, peut-être, je sais pas, mais en tout cas, voilà, c'est des trucs. Mais tu sais que mon rêve, c'est aussi simple que de faire un prochain film, parce que t'es jamais sûr en fait, quand ton film marche un petit peu, t'as juste le droit d'en refaire un derrière, quoi. Je suis d'accord. Et donc, en fait, à chaque fois que tu refais un film, quelque part, c'est une chance. Faut pas du tout oublier la chance qu'on a de faire ce métier et le kiff que c'est de le faire. Et évidemment, le nombre de gens qui voudraient le faire, même commencer, même avoir un premier film. Donc, quand on te laisse la chance de faire un film, je trouve que... Enfin, moi, en tout cas, c'est une petite pression supplémentaire que j'ai, c'est de me dire...
j'ai d'autant plus pas le droit en tout cas de le faire à moitié. Tu peux rater ton film, hein, ça, il n'y a pas de souci, mais oui, mais bon, en tout cas, il faut que tu mettes tout dedans, quoi. Ah, était bien, il faut que le deuxième le soit voilà, aussi. Ouais, tu peux pas faire le truc à moitié en disant c'est bon, maintenant je suis lancé, je suis arrivé. Oui, ça y est, c'est bon. C'est on va me demander de partout. Ouais, voilà, donc ça c'est... C'est pas comme ça que ça se passe. Je crois pas avec moi en tout cas, peut-être avec les autres. Mais... T'es un mec qui sort beaucoup, qui va beaucoup au cinéma, qui va beaucoup au théâtre. J'essaye. Tu t'inspires aussi. J'ai eu des moments où, là tu vois, par exemple l'année dernière, j'étais beaucoup en écriture, j'y allais moins. Et ça m'a manqué en fait. C'est ça, t'as senti ça m'a vraiment manqué. Bah oui, parce que quand tu fais ce métier, c'est aussi parce que t'aimes ça. Bah, c'est quand même comme toi. Tu peux pas me dire que t'aimes pas le théâtre. Sinon, enfin voilà, c'est qu'au bout d'un moment. Et donc, en fait, il y a une période où moi, quand j'ai commencé dans le one man, j'arpentais vraiment beaucoup les comedy clubs. Il y a peut-être 10 ans. Et si un humoriste faisait un bon 5 minutes dans Paris, j'en entendais parler. On m'en parlait, non pas que je sois quelqu'un de très important, mais juste que les gens parlent entre eux, et comme j'avais... Et là, je me suis rendu compte que la nouvelle génération, je les connais pas. Ah. Et je dis pas que c'est une faute professionnelle, mais même en plus, quand tu es dans le cinéma et dans l'humour, si tu as un jeune comédien qui émerge, c'est toujours bien de voir ce qui se fait. Bien sûr. Et donc là, ouais, depuis quelques mois, je me remets à retourner dans les comedy clubs. J'adore ça. Et donc, ouais, je sors beaucoup, normalement. Mais ouais, je fais attention. Alors, cinéma, toujours, ça c'est primordial. Je traîne même mes enfants qui sont un tout petit peu jeunes dans les salles et tout. Donc, non, ça c'est... Ils ont plus que 3 ans. Ouais. Ah oui, sinon c'est pas possible. 2 ans même. Ouais, non, quand même. Mais bon, je les emmène. J'essaie d'orienter les choix des films, pas forcément ce qu'ils auraient choisi. Donc ça, c'est un conseil que tu peux donner aux enfants du cours ANA ou aux élèves qui ont envie de percer un peu dans le métier ou de rentrer, d'aller... Ah bah oui, parce qu'en fait, tout simplement parce qu'il faut savoir ce qui se fait. Non pas pour s'inspirer ou même copier. Bien sûr qu'on peut s'inspirer. Tout le monde s'inspire. Il faut s'inspirer, bien sûr. Évidemment. Mais par contre, il faut savoir l'air du temps, en fait. Je pense que n'importe quel comédien aujourd'hui ne joue pas de la même manière qu'un comédien au top jouait il y a 20 ans. Bien sûr. Je pense que sur scène, c'est la même chose. Il y a des choses qui sont dans l'air du temps. Alors, sans même parler de ringard ou de à la mode, mais je trouve que quand tu es passionné par quelque chose, il faut savoir ce qui se fait et il faut savoir... dans quelle direction va le métier qui t'intéresse et ce que tu veux faire pour que toi-même, quand tu le fais, tu sois dans les règles. Ou même si tu fais un truc complètement à côté, que tu saches, tout le monde fait comme ça, moi je veux faire ça. Mais est-ce que savoir déjà si tu es dans le courant ou pas, ou savoir, et puis savoir ce qui se fait, savoir ce qui se passe autour de toi, je trouve que c'est très important. Mais ça, c'est un conseil que j'aurais pour n'importe quelle profession, en fait. Ouais. C'est que si tu tiens pas au courant de ce qui se passe, et que tu t'es tout seul, parce que ce qui est génial dans notre métier, c'est l'humanité, c'est l'échange. C'est pour ça que moi j'adore aussi intervenir avec des plus jeunes, et c'est ça qui est bien. Mais ça m'enrichit moi aussi parce que je vois que arrive bientôt quelqu'un qui a ce profil-là, où maintenant c'est plutôt un humour qui veut dire des choses. Là où pendant une grande période on a eu un humour d'observation ou on voulait faire rigoler avec des pains au chocolat. Voilà, tout ça c'est des trucs qui évoluent. Bien sûr, donc il faut se tenir au courant de ça. Donc la meilleure manière de le faire, c'est d'aller voir ce qui se fait, et puis c'est du spectacle, donc c'est fait pour être vu. Bien sûr. Ton humoriste préféré? Mon humoriste préféré, en ce moment ou de tous les temps? En ce moment. En ce moment, il y en a quelques-uns qui arrivent à me faire bien rigoler quand même. J'avoue que Alban Ivanov, je suis quand même assez client. Est-ce que tu as le rire facile? Je l'ai toujours eu le rire facile, parce que j'adore rire. J'adore cette phrase. Mais forcément, j'ai une petite déformation professionnelle qui fait que, en connaissant un peu les ficelles, les trucs, c'est un peu plus dur de me surprendre, mais comme tous les gens qui sont dans ce métier. Donc, mais celui ou celle qui te surprend encore? Ou qui t'a surpris, tout simplement? Franchement, il y en a plein. Typiquement, moi, je trouve que Gad Elmaleh, à chaque spectacle, il me surprend à chaque fois. Parce que Florence Foresti aussi, par exemple. C'est... mais c'est le patron et la patronne, mais c'est pas des titres usurpés. C'est-à-dire qu'à chaque spectacle, ils remettent leur ceinture en jeu, quoi. Ouais. Vraiment, vraiment, vraiment. Et je te garantis que si pour l'un des deux, il y avait un spectacle moins bon ou mauvais, mais t'en entendrais parler comme jamais. Et c'est arrivé avec des grands noms, c'est déjà eu le cas avec des grands noms qui étaient très installés, qui ont fait un mauvais spectacle et qui là tournent moins ou plus, où on sait que eux, c'est vraiment, ils en loupent pas une, quoi. Chaque fois, c'est dedans, quoi. Peu importe ce qui se passe à côté. Je prends ces deux-là. Bon, après, pareil, c'est pas très original, mais... Et dans la nouvelle génération, parce qu'on va dire que Foresti et Gad, ça fait longtemps qu'ils sont dans le décor. Très installés.
Qui m'a fait rire, j'avoue après que Bougueraba a réussi à installer un style, en tout cas, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais moi qui me fascine parce que pareil, il a pris le contre-pied de ce qui se faisait. Les gens, quand ils rentraient dans un comedy club, ils voulaient tout sauf être au premier rang, parce qu'ils se sont dit non, on va se faire critiquer, on va se faire tailler. Et lui, c'est quand même quelqu'un qui arrive à vendre ses places pour être au premier plus cher au premier rang, et les gens se battent pour les avoir. Et ça, tu m'aurais dit ça il y a 5 ans, je t'aurais dit oui, bien sûr, quelle mauvaise idée. Et puis regarde le carton que c'est. Parce qu'il parle aux gens, parce que les gens se sentent comme dans un dîner où on charrie entre potes avec lui. Alors après, on peut dire tout ce qu'on veut, mais le mec a réussi un tour de force incroyable. On n'a rien dit. Moi, je suis admiratif de son boulot. Parce que voilà, il y en a que je sais pas. Oui, comme tous. Exactement, de manière tout le monde. Mais voilà, force est de constater qu'il a inventé un vrai nouveau truc, quoi. Et voilà, bah oui, après toute cette génération, moi, Hakim Djemili, moi je le trouve très fort, très intelligent, très malin et surtout très drôle. Voilà, c'est les gens qui me font rire, aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui on peut te commander un one man? Alors, on commande pas vraiment un one man, c'est jamais clé en main, mais par contre, c'est de la coécriture. Donc avec l'artiste, parce que je bosse jamais selon les artistes avec qui je travaille, ça dépend du besoin de la personne. Est-ce que tu travailles qu'avec des gens qui sont connus ou n'importe qui, entre guillemets, pourrait venir te voir? Alors après, il y a une question de temps. Par contre, je travaille qu'avec des gens qui me font rire. Ça, c'est important. Je serais incapable, je pense, et très mauvais pour travailler avec quelqu'un, aussi connu soit-il. Donc c'est automatiquement quelqu'un que tu connais. Bah non, ou alors on vient me chercher ou on me propose et puis ensuite on se rencontre de toute manière. Mais c'est pas que de mon côté. Pour un humoriste, avoir un auteur, c'est une relation très particulière. Il faut moi, les artistes avec qui je travaille, je peux te signer qu'il n'y en a aucun qui se dit qu'il travaille avec moi parce que je suis le mec le plus drôle du monde. Non, c'est sûr. C'est parce que ils aiment bien ce que je propose, certes, mais que humainement ça colle, que je comble leurs attentes, leurs angoisses. C'est des artistes, donc forcément, il faut les accompagner. Et c'est pas que donner des blagues à quelqu'un. Parce que tous les gens avec qui j'ai travaillé sont des gens très marrants qui savent trouver des blagues tout seuls. C'est clair. C'est avoir un second regard, c'est avoir un pas de côté qu'ils n'auraient peut-être pas pensé ou pas eu, mais pas totalement décorrélé de ce qu'ils font de base pour pas faire complètement autre chose. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut être dans la même veine. Pas forcément avoir le même humour, mais être dans la même veine. Donc c'est un métier un petit peu particulier. Et là, il y a plein de petits jeunes, dont je ne pourrais même pas dire le prénom parce que je ne les connais pas par cœur, mais je te dis que je revenais un petit peu dans les comedy clubs. Il y a plein de jeunes que je trouve très forts et que si l'un d'entre eux venait à me demander quelque chose ou quoi et que j'avais le temps, parce que moi j'ai le cinéma à côté, donc ça prend beaucoup de temps. C'est plus les comédiens, les stand-uppers qui viendraient vers toi que toi, parce que ça t'a plu, tu as eu un coup de cœur et tu te dis... Allez, j'ai envie de lui écrire un truc super. Comme là, je sais, moi, que j'ai pas le temps de travailler avec des jeunes, je vais pas aller moi-même proposer mes services. Et puis, je trouve que quand c'est l'auteur qui vient, je sais pas, j'ai jamais fait ça. Mais après, je trouve ça délicat de dire j'adore ce que tu fais, viens on écrit ensemble de mon côté. Donc c'est vrai que j'ai toujours attendu que ce soit même Cavana ou Malik Bentala ou les prochains qui peuvent arriver, c'est toujours plutôt eux qui m'ont demandé. On s'est rencontrés et ça l'a fait, mais des deux côtés. Mais non, c'est plus dans ce sens-là, en tout cas pour moi. Ouais. Tous tes projets qui arrivent, c'est quoi? Voilà. Pour ceux qu'on peut connaître. Non, il n'y a rien de très secret. Hein. C'est là, je suis un truc qui m'amuse beaucoup. Je suis directeur artistique de l'émission En Bande Organisée avec Philippe Cavrivière et Alex Vizorek. Donc tous les dimanches sur France 2. Donc on s'éclate vraiment à faire cette émission. Pour le coup, c'est deux humoristes totalement différents et que j'adore, tant humainement que professionnellement. J'ai eu beaucoup de chance de tomber sur eux et sur ce projet. Alors Philippe, je le connaissais un peu avant, et Alex, je l'ai découvert et c'est un mec super. Donc ça se passe super bien. Voilà, une petite émission qui décortique l'actu. 40 minutes tous les dimanches sur France 2. Sur France 2. Ouais, très sympa. Donc ça me prend un petit peu de temps parce que voilà, on veut faire un truc bien, donc on s'applique. Et ensuite, on cherche des comédiens. C'est des comédiens ? Non, pas de comédiens. Ils s'autosuffisent. Et ensuite, je suis sur des scénars. Pour les plus avancés, je suis sur 3 scénarios qui sont à 3 étapes différentes d'avancée. Donc je sais même pas lequel va potentiellement partir en premier. J'ai pour objectif de tourner mon prochain film, je ne sais même pas lequel c'est, avant la fin de l'année. Ok, donc c'est là.
C'est là, c'est exactement là. Donc c'est un peu... Ou en tout cas avoir une date de tournage avant la fin de l'année, si on veut. Donc si je tourne début 25, ça va. Et tu as déjà tout ton casting alors ça dépend pour quel film. Il y a un film où j'ai écrit que le traitement, mais qui est en lecture chez les plateformes. J'ai un film où on vient de terminer le scénario, j'ai mon casting, et qui est pas en lecture nulle part, pour l'instant. Et j'ai un film qui est une commande qu'on a réécrit avec mon co-auteur, que je vais réaliser, où j'ai quasiment l'accord de la plateforme, mais j'ai pas le casting. T'as pas le casting. Voilà. Est-ce que dans ce casting, il y a des jeunes ? Je te vois venir. Absolument. Bah écoute, la porte du Kourana sera ouverte si. Absolument, parce que surtout que ça se passe dans une école, mon troisième. Bah, on ne cherche plus. Donc voilà. Pourquoi tu connais des jeunes ? T'as des relations avec des jeunes un peu ? Bon, écoute, j'ai 3 écoles. Peut-être on ne sait jamais. J'aurais pas pensé. Il y a peut-être. Bon, on se reparlera au moment voulu alors. Une petite pêche, allez, voilà. on peut. Dans tes scénarios que tu as, oui. On est sur de l'humour, on est sur du drama. Non, c'est que de la comédie. Parce que déjà, les idées qui me viennent, c'est des idées. Toujours un peu fun. Ouais, un peu, voilà, on va dire des idées de comédie. En revanche, j'aimerais inculquer plus de profondeur et de fond dans mes films que ce qu'ils avaient jusqu'à présent. Je fais un peu plus attention justement pour me rapprocher un peu du cinéma d'Éric et Olivier. Toute proportion gardée, hein, bien sûr. Je parle beaucoup d'eux, mais parce que j'aime beaucoup ce qu'ils font. Mais voilà, là où peut-être... Tu les connais ? Non. Non, malheureusement. Non, là où je faisais plus attention à juste que ce soit marrant, avec plus ou moins d'efficacité dans mes 2 premiers films, un peu moins sur le deuxième, mais voilà, de plus en plus, je vais faire attention et j'ai à cœur de faire un truc qui, pas forcément un message ou qui raconte quelque chose, mais un peu plus profond, un peu plus touchant que les autres, tout en... Et ça, comment tu t'en rends compte ? Est-ce que c'est quelqu'un qui va t'aider ? Non, est-ce que c'est parce que... Bah oui, en fait, déjà, quand j'ai écrit Classico avec mon co-auteur, je me suis rendu compte que ça, parce que lui vient du cinéma d'auteur. D'accord. Donc c'est pas du tout... Et c'est pour ça que ça matche bien, nous deux, parce que justement, il m'amène cette profondeur que j'ai moins naturellement et que j'ai moins... J'espère lui apporter la connerie et la comédie qu'il a peut-être moins aussi, que c'est moins évident pour lui. Et je crois que c'est pour ça que ça fonctionne bien, et on essaye de trouver un juste milieu entre ces 2 univers, quoi. Qui est jamais facile à trouver, puisque plus t'es sérieux et plus t'es drama, plus la comédie est dure à monter, parce que c'est dur d'être marrant dans des... Donc il faut... Et le travail est plus minutieux à ce niveau-là. Et pour finir, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette fin d'année ? De tourner. J'aimerais bien tourner avant la fin de l'année, donc ça, ce serait... De tourner, de finaliser le casting. Ouais, de commencer... de tout trouver, quoi. Ouais, de rapidement tourner mon prochain film, parce qu'en fait, j'ai cette fâcheuse habitude de toujours vouloir être à l'étape d'après. Donc quand j'écris, je veux être en cast. Quand j'ai le cast, je veux qu'une chose, c'est tourner. Quand je suis en tournage, j'en ai marre, je veux monter. Et quand je suis en montage, vivement qu'il sorte que je passe à autre chose. Voilà, exactement. Donc voilà, donc là j'ai envie d'être à la prochaine étape, donc c'est de tourner. Bah écoute, j'ai envie de te dire que c'est tout le mal que le Kourana va te souhaiter. Merci beaucoup. C'est de tourner. En tous les cas, vraiment, merci 1000 fois. Bah, merci pour l'invitation. T'es un gars vraiment sympa. Et bienveillant et intelligent, je le répète, et c'est pas tous les jours qu'on rencontre des mecs comme toi. C'est adorable, merci Johanna. Merci d'avoir accepté l'invitation. J'espère te recevoir peut-être pour peut-être plus le côté pédagogique auprès des élèves. On en a déjà parlé. Et voilà, il faut vraiment qu'on l'organise parce que t'as plein de choses à dire et plein de choses à transmettre. Avec grand plaisir, merci pour l'invitation. Voilà, et c'est ce que je recherche dans mon école. Merci 1000 fois Adrien Piquet-Gauthier. Si vous voulez retrouver cette interview sur toutes les plateformes, Deezer, Spotify, sur Instagram au micro avec Johanna et sur YouTube. Merci beaucoup. Merci.